Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Lessing, le Laocoon. Gottlob Ephraim Lessing. Gravure de Marco Dente, dit Marco di Ravenna, vers 1610-1620. Livre célèbre, œuvre maîtresse de Lessing. Ressentir le choc produit en son temps, renouer le lien avec l'Antiquité, thème majeur du romantique, non dans la concordance, mais dans la différence des arts. Lessing visait les arts plastiques en général. Nietzsche affirmera la nécessité de dépasser le Laocoon et de substituer la musique à la poésie en tant que modèle ou qu'idéal pour les autres arts. Goethe, le Laocoon de Lessing nous a arrachés à la passivité de la contemplation en nous ouvrant les champs libres de la pensée. Après des soucis matériels, Lessing en 1760 fut relativement prospère, animateur brillant de la vie intellectuelle et artistique de l'Allemagne. Collaboration avec Mendelssohn sur l'écriture d'essais, créateur du monde des Lumières allemandes. Lessing dépensait son argent en livres et avait une grande bibliothèque en Silésie. Il se consacra à des réflexions théoriques et quitta Berlin. L'esthétique l'intéresse, il prépare les frontières de la peinture et de la poésie. Le Laocoon, frontière entre les arts visuels et la littérature, période de confusion conceptuelle dans l'art. Les Français effaçaient les frontières entre poésie et peinture. Poèmes et tableaux esthétiquement analogues. Exigence critique analogue pour ces deux arts. Lessing voulait agir sur les poètes contemporains. Analogie des effets de ces deux arts, mais différence sur la matière et leur mode d'imitation. Naissance d'une poésie d'un genre descriptif et d'une manie de l'allégorie en peinture. Erreur. La peinture a des formes et des couleurs étendues dans l'espace. La poésie a des sons articulés qui se succèdent dans le temps. Les actions sont l'objet propre de la poésie. Les corps avec leur qualité visible sont les objets propres de la peinture. Formulation nette et conclusion décisive. Au XVIIIe siècle, on juge de la qualité d'un poète d'après le nombre de tableaux que l'on peut tirer de son œuvre. Des sujets admissibles des bons tableaux sont ceux de la Bible. La Renaissance posa le problème des différences entre les principes de la peinture et ceux de la poésie, problème qui aboutira au Laocoon. Léonard de Vinci voulait prouver la supériorité de la peinture, le peintre montrant d'emblée une action diverse et animée, comme une bataille. Le poète procède fragmentairement. Le poète invente les paroles du dialogue des hommes. Au XVIe siècle, émancipation des peintres de l'ancienne condition artisanale. La peinture devait ressembler à la poésie par son habileté à traduire les passions humaines. La peinture devait instruire comme la poésie. Le peintre devait posséder une culture considérable, histoire, géographie, ethnologie. On reprochait à Poussin des détails bibliques. Wilhelm Dittler disait à propos de Lessing, après Aristote, c'est le second législateur des arts. Nietzsche, avec sa conception de l'art dionysiaque et apollinien, détruisait l'image de la culture antique de Winckelmann. La formation artistique de Lessing a été faite par son ami intime, Mendelssohn. Il s'est aussi inspiré de Shaftesbury, Dubos, Richardson, Harris et Diderot. Le but de Lessing est de délimiter les deux arts le plus nettement possible. Poésie et peinture sont des arts d'imitation. L'imitation doit être parfaite pour percevoir la réalité. Ainsi, les objets représentent l'harmonie. Le génie a peu de part dans son œuvre. La poésie, c'est l'action. Il exclut de l'art les œuvres créées pour servir des buts non esthétiques, par exemple religieux. L'art ne doit pas être subordonné à la religion. Il veut exprimer la beauté visuelle. Attitude puriste, la beauté est le but de l'art.
Une œuvre d'art n'est authentique que si l'artiste la crée sans aucune pression extérieure, si elle est gratuite seulement en vue de la beauté. Théorie de l'art pour l'art. Un connaisseur ne s'entend jamais avec un archéologue qui s'attache à tous les tableaux et sculptures que nous lègue le passé. Le connaisseur ne s'intéresse qu'aux œuvres créées librement pour réaliser la beauté. Les contemporains de Lessing le considéraient comme le plus éminent critique d'art allemand. Il appréciait la valeur d'une critique sage et affirmait devoir tout à la critique. Lessing tenait la polémique pour un bon moyen d'accéder à la vérité. Le groupe du Laocoon, chef-d'œuvre de la sculpture antique, est un symbole pour Lessing. Découvert en 1506 et offert au pape Jules II. Sculpture décrite par Pline dans son Histoire universelle, parfaite imitation de la nature et un modèle d'expression. Il inspira les poètes. Bandinelli en fit une copie en marbre qui est infidèle. Un moulage au Metropolitan de New York. L'original est au Vatican. Étudier les interprétations successives de cette sculpture, c'est éclairer toutes les nuances de la compréhension de l'Antiquité. On y a toujours vu ce que l'on tenait pour beau. La douleur dominée par la grandeur d'âme pour Winckelmann. Pour Lessing, représentation de la douleur tempérée par le désir de ne pas détruire la beauté par excès d'expression. Puissant mouvement comparable au flot de la mer en furie pour Heinz. Peinture et poésie restituent la présence des choses absentes en donnant l'apparence pour la réalité. Nous plaire en nous trompant. La peinture est une poésie muette et la poésie une peinture parlante. Simonide de Céos, poète lyrique grec, le Voltaire grec. La douleur qu'on croirait presque sentir soi-même ne s'exprime cependant pas avec violence. L'art de représenter une si grande âme exige bien plus que l'imitation de la belle nature. Il fallait que l'artiste sentît en lui-même cette force morale qu'il imprimait au marbre. Il est resté au-dessous de la nature. Et c'est là que se manifeste sa sagesse. L'héroïsme était comme les étincelles cachées dans le caillou tant qu'une force extérieure ne les éveille pas. Tout ce qui est stoïque est antithéâtral. L'admiration est un sentiment froid. L'artiste grec ne peignait que le beau. L'artiste était trop grand pour vouloir que le spectateur se contentât du froid plaisir qui naît de la ressemblance. Le portrait permet l'idéalisation. C'est l'image idéale de tel ou tel homme, non l'image idéale de l'homme en général. Nous rions en apprenant que chez les anciens, les arts étaient assujettis à des lois civiles. Le but des sciences, c'est la vérité, nécessaire à l'âme. Le but de l'art est le plaisir. Chez les anciens, la beauté était la première loi des arts plastiques. La fureur ou le désespoir ne profanaient aucune de leurs œuvres, réduisant la colère à la sévérité et le désespoir tempéré en tristesse. L'artiste était obligé d'amoindrir. L'art s'est assigné dans les temps modernes un domaine plus vaste. Son imitation s'étend à toute la nature visible, dont le beau n'est qu'une petite part. La vérité et l'expression en sont la première loi. La nature sacrifie la beauté à des fins plus importantes. De même, l'artiste. La vérité et l'expression transforment la laideur naturelle en beauté artistique. L'artiste ne peut saisir qu'un seul instant de la nature toujours changeante, seul et fécond qui laisse un champ libre à l'imagination. L'unique instant acquiert par l'art une durée immuable. Parmi les anciens, Timomaque paraît avoir préféré dans ses sujets l'expression des sentiments les plus violents. L'amour maternel luttant avec jalousie dans la peinture de Médée, tuant ses enfants. Sagesse de Timomaque. Dans l'Ajax, on voit qu'il a été furieux par la honte et le désespoir qu'il éprouve maintenant. On connaît la tempête par les débris et les cadavres qui jonchent le rivage. La modération dans le Laocoon est l'essence même de l'art, ses limites et ses exigences. Avec le poète, la perfection se fait beauté. Art prodigieux du poète qui accentue et prolonge l'idée de la douleur physique. Restituer la souffrance du héros. La misère atteint la nature humaine et prenant la place de l'autre, nous sommes saisis d'horreur et d'effroi. Il n'y a dans la nature aucun sentiment isolé.
L'art devrait enseigner à cacher toute sensation. Les Romains sont restés dans l'art tragique, au-dessous de la médiocrité. L'homme se plaint, mais le héros agit. Leur ensemble forme le héros romain, le type le plus élevé que la sagesse puisse créer et l'art d'imiter. L'homme n'a jamais honte de ses plaintes. Chez les anciens, la déclamation et l'art de fabriquer les masques tragiques étaient poussés à une perfection difficile à imaginer. Le groupe du Laocoon vient de celui de Virgile, modèle. Pisandre a été le prédécesseur de Virgile pour l'histoire du Laocoon. Virgile est le premier et le seul qui fasse tuer par les serpents le père aussi bien que ses enfants, donc imitation de Virgile. Imagination pittoresque, peu commune du serpent meurtrier qui enserre le père et les enfants. Le poète décrit des serpents d'une longueur prodigieuse. Pour le cri, sacrifier l'expression à la beauté et le vêtement à l'expression. Le modèle de la poésie a été transposé à la sculpture. Il n'est toujours vrai qu'une bonne poésie puisse produire une bonne peinture. Ce que nous trouvons beau dans une œuvre d'art, ce n'est pas grâce à nos yeux, mais à notre imagination, par l'intermédiaire de nos yeux. Le groupe sculpté est plus ancien que la description poétique. Virgile imite une œuvre d'art et non pas ce qu'elle représente. Le poète regardait l'œuvre d'art comme un objet en soi et non comme une imitation de la nature. Spence croit que la poésie et peinture ont été liées chez les anciens. Le poète n'a jamais perdu le peintre de vue et inversement. Pour l'artiste, ce sont des abstractions personnifiées qui doivent constamment garder les mêmes attributs distinctifs si l'on veut qu'elles soient reconnaissables. Pour le poète, ce sont des êtres réels capables de se manifester selon les circonstances. La peinture veut être la sœur de la poésie. La religion était souvent pour l'artiste antique l'une de ses contraintes. Son œuvre était destinée au culte et à l'adoration. L'empreinte trop marquée de la convention religieuse ne mérite pas le nom d'art. Chez l'artiste, l'exécution semble plus difficile que l'invention. C'est le contraire chez le poète. Nécessité artistique d'être intelligible à tous. Homère a mis en œuvre des êtres et des actions visibles et invisibles. La peinture ne peut rendre cette différence. Chez elle, tout est visible. La peinture est obligée de faire une scène visible. La peinture accomplit l'abaissement des dieux au niveau des hommes, non reconnaissables par des signes extérieurs. Chez les peintres, les nuages sont des signes arbitraires. Jugez les poètes par les tableaux que son œuvre inspire. La vie surpasse l'image et le poète est supérieur au peintre. Le poète nous conduit à travers toute une galerie de tableaux. Peinture tirée des poèmes d'Homère. Un poème peut être fécond pour le peintre sans être pictural. Le poète sait présenter d'une manière pittoresque ce qui l'est moins. Le poète peut faire illusion. La peinture ne peut que combiner dans l'espace, mais doit complètement renoncer au temps. La peinture imite des actions indirectement avec des corps. Le poète peint l'évolution d'une action. Se crée chez le poète que ce que nous pouvons voir que fini chez le peintre. Tout tableau poétique exige une connaissance préalable de son objet. Le temps est le domaine du poète comme l'espace est celui du peintre. L'action reste suspendue pendant la description du poète. Tout ce que dit Homère ne peut être rassemblé à un seul tableau. La beauté matérielle naît de l'effet concordant de diverses parties que le regard embrasse ensemble. N'ayant pu la peindre belle, tu la peinte riche, Hélène. Virgile répond à son élève, « Il ne tient pas à moi de n'avoir pu la peindre belle, la faute en est aux bornes de mon art. Mon mérite est de m'être tenu dans ces bornes. » Ce que Phidias a pris dans Homère, les autres artistes l'apprirent chez Phidias. Homère rend Thersites laid pour le rendre ridicule. L'ivresse voluptueuse est facile à s'éveiller en nous. Aristote exige l'inoffensif pour le ridicule. La laideur produit aussi l'effroi. La répulsion l'emporte. Le terrible se perd peu à peu alors que l'informe survit. Dégoût. Le dégoûtant s'unit intimement avec le terrible. Le dégoûtant fortifie le ridicule et le terrible. Habile modestie des fondateurs de la peinture et de la sculpture. Apelle, Polyclète.
éteindre le flambeau, symbole de la mort qui approche. Le gladiateur Borghese, c'est l'image en fait d'un guerrier, statue de Chabria. Népos retrace la vie de ce général. Remontant à la haute antiquité, plus ancienne statue se trouvant à Rome et dont l'auteur s'est fait connaître. Chez les Grecs, dit Winckelmann, toutes les actions et toutes les postures des figures qui n'étaient pas empreintes d'un caractère de modération, mais trop passionnées ou trop violentes, tombaient dans une faute que les artistes anciens nommaient parantirs, terme de rhétorique que Théodore définissait comme émotion intempestive et vive où il ne faut pas d'émotion, une émotion exagérée. En peinture, le pathos porté au plus haut degré et sans motif constitue seul le parantirs. Lessing, le Laocoon. Merci.